Castlevania, c'est parti pour la série pendant pas trop longtemps, j'espère, parce que à chaque fois que je fais ça, ça dure plus d'une heure et j'aimerais que ça soit pas le cas. Donc je me suis un petit peu trop étendu sur cette partie de chanson. Parlons donc de la série Castlevania, que j'ai donc traité en réac et sur laquelle j'aimerais passer un petit peu moins de temps d'habitude, parce qu'à chaque fois que je fais des vidéos bilan, ça dure presque une heure maintenant, j'aimerais faire un truc un petit peu plus concis. Castlevania, adaptation de la série de jeux vidéo que je connais vraiment rapidement. J'ai joué à quelques jeux, donc je connais l'univers global et c'était sympathique de voir pas mal de rappels. On sent quand même qu'ils ont fait gaffe à tout le lore qui a été mis en place dans les jeux vidéo pour s'inspirer pour leur série. Et une série animée qui a fait parler d'elle un petit peu sur Netflix et que j'ai bien apprécié. Ça aurait pu être une excellente série si ça avait été plus cadré sur certains éléments d'écriture, mais globalement c'est une série que je ne regrette pas une seconde d'avoir vue et qui m'a bien plu. Et on va pas perdre plus de temps et se pencher sur les bons points, les mauvais points pour la première partie du bilan. Le point positif principal sans équivoque, c'est l'action qui dépote. Une action qui joue sur la richesse de l'univers et les spécificités des personnages. On a trois héros qui ont des capacités vraiment très particulières, propres aux autres, c'est-à-dire le guerrier qui sait manier différents types d'armes, le semi-vampire qui a des capacités magiques et une grande agilité, et la grande magicienne qui manipule tous les éléments dans des sorts ultra puissants et badass. On jongle avec énormément de capacités différentes d'ennemis aussi à côté pour donner quelque chose qui est ultra impactant, ultra puissant, qui est palpitant comme jamais. Et je pense en toute sincérité, avec la diversité, le rythme que vous avez montré dans cette animation et donc l'action dépotente qui en découle, que c'est la série avec la plus grande action qui existe de ce que j'ai regardé. Avant, cette place était occupée par Avatar, le dernier maître de l'air. Je pense que ça a été détrôné par ça, par Castlevania. De pas beaucoup, qu'on soit bien d'accord. Je trouve que la plus grande diversité, le rythme, et le fait que ça ose aussi aller loin dans la violence, a aidé à rendre ça vraiment fort. Et les grands moments d'action qu'on instaure et qui sont loin d'être ponctuels, ça vient quand même un peu régulièrement, valent largement le détour. Ensuite, par rapport à la violence dont j'ai parlé, découle un autre bon point pour moi, c'est le poids des enjeux qu'on met en place. On a affaire à une région qui est contaminée par un assaillant monstrueux qui l'attaque et on ressent l'horreur de la situation et le besoin de s'en sortir, comment ces gens doivent apprendre à survivre et peut-être espérer pouvoir revivre après. Et à chaque fois qu'on appuie un petit peu ça, l'horreur de la situation, les enjeux qu'il y a à sauver, ça, c'est toujours très fort. Il y a beaucoup de moments de passage où on appuie ça, où on appuie déjà le fait que c'est pas juste des guerriers qui se font tuer, des fois ce sont des victimes innocentes, et ça donne jamais l'impression d'être ultra gratuit. On sent qu'il y a ce côté un peu impartial, horrible dans qui meurt, et c'est vraiment prenant à cet égard-là, et c'est appuyé par une bonne maturité dans les propos, dans le fait de montrer la violence, le sang, et même certains moments un peu plus charnels, un petit peu plus dégueulasses, qui méritent d'être appuyés pour vraiment faire saisir le poids de la force et le côté un peu réel qui se ressent, entre guillemets, de ça. Moi, je trouve que lorsqu'on appuie vraiment la violence, les effusions de sang, à cet égard-là, ça se ressent bien. Et aussi, le fait que lorsqu'on part dans la manipulation un peu sensuelle, dans la saison 3, justement, dans un épisode qui me plaît bien à cet égard-là, on le fait avec une certaine véracité en osant montrer les détails mais sans aller excessivement trop loin pour ressentir ce que ressentent les personnages à cet égard-là sans non plus aller trop dans le ziotage facile. Même si malheureusement, et ça va être le contre-coup de la chose, cette maturité apporte de temps en temps une vulgarité un peu trop gratuite. Ouais, on tombe dans les défauts maintenant. La maturité a ses moments forts, mais aussi son contre-coup. Et ce contre-coup, c'est qu'on a cette facilité un peu trop grossière à jurer comme des chartiers alors que ça ne sert à rien. Et
que ça rabaisse un petit peu la force de certains moments. Et il y a plusieurs moments autour d'Alucard, justement, où on le voit jurer, faire des remarques vraiment vulgaires, qui n'aident absolument pas à bien l'appuyer, que je trouve assez lourd. Il y a plusieurs évocations de zoophilie, et il y a même un gag récurrent. Chaque saison, il y a toujours le même fermier, où on fait référence à ce fermier qui parle de son cousin qui baisse des chèvres. Très utile. Ce genre de choses, malheureusement un peu trop fréquent, pas ultra fréquent, mais un petit peu trop fréquent pour être gênant. Dans le même ordre d'idée, il y a les problèmes d'étirement. Il y a pas mal de moments, surtout dans les saisons 3 et 4, mais même un petit peu dans la saison 2, où on sent qu'on étire un petit peu une histoire qui est très simple. Et le fait que l'histoire soit simple n'est pas un problème. C'est pas grave hein, que l'histoire soit simple, ne cherche pas à faire quelque chose de très profond, mettre juste en place un conflit direct entre plusieurs forces maléfiques et nos héros. Hein, c'est de mettre en place des configurations peut-être un tout petit peu plus recherchées que ça, mais globalement ça se résume un petit peu à ça. Et lorsque on prend un petit peu trop de temps à poser une ambiance, une atmosphère, là où c'était pas nécessaire, là où on sent que avec moins de temps ça aurait pu avoir le même résultat en termes d'émotion, en termes de compréhension de l'atmosphère, et ben ça donne cette impression d'en faire trop, d'être un petit peu trop étiré, et ça arrive un peu trop régulièrement dans les saisons 2, 3, 4. En particulier dans la saison 3, je vous cache pas. C'est pas le pire en toute sincérité. Dans un sens, je préfère qu'on s'étire vaguement acceptablement comme ça, qu'on rush trop de trucs, mais c'est quand même un petit peu gênant. Mais le plus gros problème, dans un sens pour moi d'écriture, c'est certains soucis de développement qui sont très grossiers, là aussi. Puisque on essaye de faire en sorte que pas mal de personnages en dehors de nos héros principaux, même un petit peu nos héros principaux, mais pas tant que ça, ne se contentent pas de rester au même plan moralement parlant, si j'ose dire. Et lorsqu'on fait ça, lorsqu'on essaye d'appuyer ces changements de direction, ces changements de caractère, ces décisions graves qu'ils prennent, ces personnages, très souvent c'est mal fichu. Très souvent on donne une excuse un peu pétée, des fois on donne même pas d'excuse, c'est juste un discours, ah tiens j'ai réfléchi entre temps parce que si ça, et maintenant je pense différemment. Et une bonne partie du temps, tu n'as pas cette impression réelle que c'est mérité. Beaucoup de développement de personnages autour d'Isaac, d'Hector, de Carmilla, de Saint-Germain, comment il s'appelle déjà, Sumi et Taka, ces cinq-là, et je peux en citer d'autres. Tous ces développements qu'on essaye de créer autour de ces changements de caractère, de ces changements de voix qu'ils essayent de prendre, ne donnent pas l'impression d'être grandement mérités parce que ce n'est pas bien amené. C'est un peu le problème principal d'écriture qui fait que je trouve que l'histoire, le développement qu'on nous montre n'est pas le plus méritant qui soit. C'est pas ultra irritant. Je trouve que globalement l'histoire reste tout à fait acceptable, mais elle aurait pu être bien plus que juste acceptable si on en avait fait un petit peu plus d'efforts sur ces développements, si on les avait amenés de façon beaucoup plus fluide, plus organique, ce qui n'est clairement pas le cas pour moi. C'est pour moi, globalement, ces défauts-là qui compensent un peu ces qualités, même si les qualités l'emportent dans un sens, et font de cette série quelque chose de très regardable, de très bon à regarder, ne serait-ce que pour l'action une fois de plus, qui est la meilleure action que j'ai jamais vue. Et même les saisons 3 à 4, si on sent que ça tirait sur la corde sur certains points, et ça a apporté des trucs, ces saisons 3 et 4. N'empêche que ça a mis en place pas mal d'arcs, pas mal de personnages, tout ça, et donc évidemment pour ce bilan, on va se pencher sur le meilleur et le pire, en commençant par... Bon, les arcs de cette série c'est un peu particulier parce que j'aurais du mal à décomposer ça juste par rapport aux saisons. Il se passe plusieurs choses en parallèle dans les saisons, et pour moi ça représente différents arcs.
Par exemple, dans les saisons 1 et 2, il y a la formation du groupe qui doivent aller se battre contre Dracula, tandis qu'un autre arc qui se passe, c'est le complot de Carmilla contre Dracula dans cette saison 2. Pour moi, ce sont deux arcs un petit peu différents. Dans la saison 3, il y a trois arcs qui se mettent en place, c'est-à-dire l'arc dans le village principal où on découvre Saint-Germain, et d'un autre côté le début de recherche de vengeance d'Isaac qui se prolongera dans la saison 4, donc ça représente tout un arc, c'est cette partie de la saison 3 et 4, et tout l'arc avec Sumi et Taka qui découvrent le château d'Alucard et qui commencent à copiner avec lui. Et je dis tout de suite, c'est celui-là le pire arc pour moi. Parce que c'est un gâchis en fait. On présente des personnages qui sont intéressants dans leurs ambitions, dans leurs enjeux, et on les gâche totalement à la fin. En donnant une excuse complètement pétée à pourquoi ils plantent un couteau dans le dos de Dracula, et ça rend leur fin vraiment décevante, ça en fait un gâchis pas mérité. Un gâchis mérité, c'est lorsqu'on pointe une possibilité de bonne voie, mais qui ne se concrétise pas, qui ne se réalise pas, de façon compréhensive, parce que les choses n'ont pas aidé. Mais quand on force ça, quand on les force à être des gros connards dans leur considération et à se mettre à dos Dracula pour la fin qu'on leur a donnée, je ne vous cache pas que c'était particulièrement saoulant. Donc j'ai vraiment pas apprécié ça. Et sinon, mon arc préféré, c'est l'arc principal des deux premières saisons, c'est-à-dire la formation de notre groupe et le combat contre Dracula, qui vient à son terme à la toute fin de la saison 2, qui est énorme. La façon dont ces trois héros se découvrent, interagissent ensemble est souvent assez palpitante à suivre, ça amène de la bonne action, et lorsqu'on les voit combattre Dracula ensemble à la fin, malgré le fait qu'ils n'ont pas accompli des masses de trucs ensemble, on ressent quand même qu'il y a une dynamique de groupe assez forte et un accomplissement vraiment puissant qui se ressent lorsqu'ils arrivent à la fin de leur aventure et qu'ils décident de partir vers leur voie, un peu chacun de leur côté, pas tout à fait, ce qui est très bon, Pour les personnages, je vous cache pas que j'ai eu un petit peu de mal à vraiment mettre une catégorie méchant. Parce que bon, il y a des méchants dans un sens, mais le truc c'est que, à part un personnage important, je parle des personnages un peu importants, notables, c'est-à-dire le grand méchant de la saison 4, je trouve qu'on essaie de leur donner à tous une certaine nuance de gris, histoire de dire qu'ils ont chacun leurs bons points, leurs motivations qui sont compréhensibles, rattachables, en appuyant qu'ils sont un peu victimes de certaines choses, même si pour un certain personnage dont je vais parler dans pas longtemps, c'est un petit peu plus compliqué, c'est beaucoup plus noir que blanc, mais ouais, pour moi, la quasi-totalité des personnages sont très gris dans leur considération. On essaye vraiment d'amener des développements très gris. Et comme je dis, pour la plupart d'entre eux, pas super bien amenés. On force un peu trop pas mal de développements, on les amène pas bien. Ce qui fait que, lorsqu'on se sort de nos héros principaux, je vous cache pas, il y a très peu de personnages que je trouve ultra satisfaisants. Mais en même temps, il n'y en a aucun que je trouve ultra irritant. C'est difficile à dire, hein. Il n'y a aucun personnage que je déteste à fond dans cette histoire, mais il n'y a aucun personnage, si on nommait nos trois héros principaux, que j'adore particulièrement. Donc dire le pire, le meilleur dans ce qui reste, c'était difficile, je vous cache pas. Autrement dit, j'ai dû pas mal hésiter, peut-être que les choix du pire et du meilleur ne vous satisferont pas, mais c'est ce qu'il en est, donc on commence avec le pire personnage secondaire, enfin le pire personnage gris de cette histoire, qui est pour moi Carmilla. J'aurais pu dire Sumi et Taka, je vous cache pas, parce qu'une fois de plus, leur développement m'a particulièrement gavé. J'aurais pu dire également Saint-Germain, parce que la façon dont il accepte trop facilement la chose qu'il fera virer du côté obscur était
particulièrement gavante. Mais en toute sincérité, Carmilla, c'est plus quelque chose qui s'est instauré de saison en saison. Petit à petit, on mettait en place que plus ça allait, moins elle était compétente et plus elle était tarée. Et de façon pas du tout méritée à chaque fois. Dans la saison 2, j'appréciais bien le personnage, sincèrement. Elle était assez fourbe, elle avait quelques organisations pas trop mal, mais plus on avançait, plus on mettait en avant qu'en fait elle n'était pas plus réfléchie que ça. Elle avait juste des idées qui lui popaient comme ça, et puis les autres bossaient pour elle. Striga et Morana, pour ce qu'elles apportaient, on aurait pu virer ces personnages et juste mettre leur fonction parmi la réflexion du personnage de Carmilla, et ça l'aurait déjà rendu un petit peu moins irritante dans cette saison 3. Mais c'était encore pire dans la saison 4 où on a fini par en faire une tarée qui veut tout contrôler parce que les hommes sont méchants, tout ça, tout ça. On essaye de montrer qu'elle a vraiment eu un traumatisme par rapport à comment on l'a traitée, mais elle a viré de plus en plus tarée et elle n'a pas paru une seule seconde compétente. Au fur et à mesure qu'on l'appuyait, qu'on l'a développée, qu'on essayait de la faire évoluer de façon dark et tarée, et vraiment c'était de plus en plus décevant. Sa fin était classe en termes d'action, mais en dehors de ça, plus ça allait, moins je l'appréciais ce personnage. Dans le même ordre d'idée, ça a été un peu difficile parce que, comme je l'ai dit, il n'y en a aucun que j'adore dans ce lot-là, mais je dirais que mon préféré, sans grande conviction, c'est Isaac, s'il faut en choisir un. J'ai quelques griefs avec la façon dont il philosophe sur la vie et dont il considère son lien avec les gens, sur comment ils réagissent à sa venue. C'était parfois un peu grossier, il essayait d'être un peu philosophe là-dedans et c'était pas génial, mais en dehors de ça, il avait une bonne présence, il se battait très bien, et sa conclusion lorsqu'il met en place son combat contre Carmilla et ce qu'il veut instaurer, j'avoue qu'il y a quelque chose de satisfaisant qui en tirait. Et puis, oui, j'avoue que ça vient du fait que je pense que c'est celui qui a le look le plus classe des personnages. Tout confondu, hein. Il a un look super classe, Isaac. Alors pour nos héros, je vais juste me contenter de faire un top 3, parce qu'ils sont 3, et donc meilleur pire, ça revient en juste en classer 2, autant classer les 3. Voilà. En numéro 1, sans conteste aucun, Saifa. Elle pète la classe, elle est badass, elle a de très bonnes remarques. On sent que c'est quelqu'un qui a été élevé dans un milieu un peu fermé avec les prêcheurs, sur lesquels on ne se sent pas plus que ça une fois passé la saison 1, et qui, en découvrant le monde et ce qu'elle peut y apporter, gagne en assurance, devient de plus en plus sûre d'elle et apporte de plus en plus. C'est quelqu'un qui veut tellement bien faire, qui a une personnalité éclatante avec ça, et elle est ultra classe au combat, hein. C'est la plus classe de nos 3 héros en combat, avec ses capacités, c'est presque Avatar, le personnage, hein. C'est presque Avatar. Je contrôle tous les éléments, feu, eau, terre, air. Elle est classe, j'aime beaucoup sa personnalité, et punaise, c'est une de mes waifus presque, si j'ose dire. En numéro 2, ça s'est joué de façon un peu plus délicate avec les deux mecs, puisque je les apprécie plus ou moins autant. Et donc, ça se joue à 3 fois rien, gardez bien en tête, hein, entre Trevor et Alucard. Et quel des deux je préfère? Je dirais vaguement Trevor. Parce que Trevor, on a très peu montré des moments qui m'ont énervé autour de lui. Il y a un moment qui m'a irrité autour d'Alucard à la fin de la saison 3, même si ça venait pas du personnage, ça venait des circonstances, mais c'est un petit peu le truc, quoi. Il faut quand même que je prenne en compte ça, et ça a un tout petit peu gâché le personnage lorsqu'on l'a fait un petit peu retomber pour rien. Et sincèrement, à cause de ça, il a un tout petit peu baissé dans mon estime, alors que Trevor restait assez constant. C'est quelqu'un d'un peu rustre, qui essaye de se faire à ce monde, mais qui a fini par s'adoucir au contact de Saifa, et qui voit enfin un sens à sa vie, même s'il n'arrive pas à l'admettre comme ça, tout en étant un guerrier classe, rustre,
qui est un petit peu fier de ce qu'il est, qui réapprend à être fier de ce qu'il est, ce qu'il représente. Et je trouve qu'il le fait très bien passer. Et au combat, une fois de plus, il est classe. De toute façon, ils sont tous les trois classes au combat. Et enfin, en numéro 3, donc, Alucard, de pas beaucoup. Hein. Je les aime tous les trois. Hein. Ce sont mes 3 persos préférés faciles de cette série, qu'on soit bien d'accord. C'est pour ça que ça m'embête de faire un pire. C'est le pire des 3, ouais, mais ils sont tous les 3 géniaux, quoi. Alucard, très bon dans sa considération, dans son lien affectif avec Dracula, et ce que représentait Lisa pour eux, comment il vit la mort de son père 2 fois qui se passe devant ses yeux, c'est assez fort, et ce besoin de se trouver une nouvelle signification à sa vie qui est très bon. Dans la saison 3, lorsqu'on l'appuie, c'était super fort. C'est vraiment dommage qu'on ait coupé sa nette de façon pas méritée du tout. Mais dans la saison 4, lorsqu'on renchérit là-dessus, et ce que ça donne dans la conclusion, c'est très satisfaisant. Très satisfaisant. De pas beaucoup, je lui préfère Trevor, hein, parce que je pense qu'en termes de combat, je préfère Alucard à Trevor. Il se déplace vite, il a énormément de capacités magiques classe. Il est très bon, et ils forment tous les 3 un excellent trio que j'ai adoré suivre de bout en bout, à un tout petit détail près, comme je l'ai dit, dans cette série. Bien, on en vient maintenant au dernier morceau, les épisodes, ceux que je préfère, ceux que j'aime le moins. C'était très facile à poser ça. Assez évident, et on en parle tout de suite. Le meilleur en numéro 3, c'est la fin. Pas tout à fait dernier épisode de la série, avant-dernier, hein, on commence par la fin, c'est drôle. Ce qui est très bon, surtout par rapport à son action qui est à son paroxysme. Il y a une diversité, un rythme qui claque comme j'en ai jamais vu avant. Vraiment, c'est le meilleur moment d'action tripant que j'ai jamais observé dans une série animée, dans quoi que ce soit. Et il y a le côté aussi retrouvailles entre Alucard et ses 2 compagnons de route. Il y a quelque chose de vraiment saisissant et poignant là-dedans, alors qu'ils luttent contre cette grande menace. Et lorsqu'on se centre sur le scénario, ça passe. Les enjeux sont acceptables, il y a des trucs un peu grossiers malheureusement, mais c'est quand même suffisamment satisfaisant, surtout par rapport au rebondissement autour de Varney, que j'aurais clairement pas vu venir si on ne l'avait pas spoilé, c'est évident, mais même si je le vois venir, ça passait bien quand même, c'était très intéressant ce qu'on a mis en place. Ça aurait été très certainement numéro 2 de cette liste s'il n'y avait pas eu l'épisode suivant qui a un petit peu rabaissé ce vers quoi ça partait, mais on en parlera plus tard. En attendant, numéro 2, la fin des temps. On suit une fin par une autre fin, donc le final de la saison 2, hein, c'est-à-dire plutôt l'épilogue, le final, le grand combat final, c'était l'épisode précédent, et c'est un excellent épilogue qui peut facilement se considérer comme une fin de série. On peut très facilement s'imaginer ça comme la fin où certaines choses restent ouvertes, mais chacun a trouvé sa voie, ça part vers de meilleurs auspices. Alucard finit par se poser en pleurant enfin la mort de ses parents et en se posant à un endroit où il pourra faire vivre l'héritage des Belmont et de Dracula en même temps, c'est quand même très bon. Lorsque Sypha et Trevor reprennent les routes en voulant faire quelque chose de bien pour le grand ordre des choses, c'est quand même très satisfaisant. Et même ce qu'on met en place autour d'Isaac et de Carmilla Hector, c'est quand même satisfaisant, ça passe bien. Tu peux voir ça comme le début de quelque chose de pas mal. Malheureusement pour Hector, ça a été un petit peu défait, on en a fait beaucoup moins que ce que ça promettait, mais c'était quand même suffisamment saisissant pour valoir quelque chose, et vraiment une impression de fin très méritée sur pas mal de points. Même si ça vaut pas le numéro 1, par amour, donc avant-dernier épisode de la saison 2, le meilleur de loin de cette série, parce que c'est pas juste de la grande action, l'action est géniale. Le deuxième meilleur épisode en termes d'action pure, je lui préfère l'épisode 9 de la saison 4 à cet égard-là, mais c'est surtout le moment d'émotion intense et vraiment percutant qu'on n'atteint jamais nulle part ailleurs. Avec Dracula qui avoue un petit peu qu'il est au bout du rouleau et qui se laisse faire à la fin en se rendant compte de jusqu'où il est tombé.
Et le moment où Alucard observe ce père qu'il a connu totalement effondré se laisser tuer dans un dernier moment de lucidité, et qu'on a cette consécration qui n'est pas si heureuse que ça, tu ressens le gâchis que représente la vie d'Alucard, la vie de Dracula par rapport à la perte qu'ils ont eue et qu'on a instaurée dans la première saison. Et ça vous émeut profondément. Beaucoup plus que ce qu'aucun autre épisode n'a fait. Il y a une signification vraiment forte et particulière dans cette conclusion de bataille contre le grand méchant Dracula de la saison 2, parce qu'il y en a 2 autres saisons après, et donc ça fait toujours bizarre de savoir ça. Dracula meurt à la fin de la saison 2, il reste 2 saisons plus longues, c'est bizarre. Mais voilà, une conclusion parfaite en termes d'émotion et de l'action qui déchire presque autant que le meilleur épisode, à peu de choses près. C'est le meilleur pour moi. Le pire, là aussi, ça s'est décidé vite, et c'est la première fois que je cite dans la liste d'un bilan de réac du top 3, flop 3 des épisodes, l'épisode final. Et oui, le tout dernier épisode de cette série est pas ouf. Très moyen pour moi, quelle drôle d'aventure. Parce que c'est un épilogue pas du tout mérité, où on force la tragédie autour du personnage de Lénore de façon pas du tout méritée, en forçant à côté la happy ending autour d'autres personnages qui là aussi étaient beaucoup moins mérités, et surtout ça cassait le côté grave et tragique de l'univers mature que vous mettez en place. Donc Trevor qui revient à la vie alors qu'il y avait une conclusion super forte, s'il ne revenait pas à la vie, alors qu'il y avait malgré tout un futur qui se profilait à l'horizon, c'était de trop. Là, c'était du happy end un petit peu abusé. Et oui, Dracula et Lisa, mais du foutage de gueule. Et d'après ce que j'ai compris, beaucoup de fans n'ont pas compris cette décision, et j'en fais partie. Je ne comprends pas pourquoi vous avez fait ça. D'autant plus que vous l'avez même pas bien expliqué, pas bien justifié. C'était... Bon, je me suis déjà pas mal étendu en termes de plainte là-dessus. En numéro 2, il y a abandonné tout espoir à l'épisode final de la saison 3. Que j'aime pas pour 2 raisons, c'est parce que là ça tombe totalement dans la vulgarité exagérée du côté dégueulasse que vous mettez en place, parce que de temps en temps vous allez vraiment trop loin dans le côté dégueulasse que vous mettez en place, et vous avez fait ça autour des personnages de l'arc principal de cette série à la fin, histoire d'appuyer encore plus ce côté glauque, etc., alors que c'était déjà une victoire très amère. Vous avez perdu énormément de gens, mais non, vous avez insisté sur le côté ultra glauque, qui au passage ne jouera pas un rôle particulièrement fort là-dedans. Par la suite, dans la saison 4, on ne joue pas une seule seconde là-dessus. Donc c'était un petit peu grossier, mais surtout, oui, comme je l'ai dit, le développement de Sumi et Taka complètement abusé, où tout d'un coup on en fait des gros connards. Et ouais, c'était ultra décevant pour ces 2 personnages qui promettaient bien plus. Et maintenant que j'ai vu la saison 4, je me dis que ça aurait pu être tout aussi fort qu'ils aient survécu, en fait, qu'ils soient restés et avec Alucard, pas juste en tant que ses possibles amoureux, mais juste des élèves à lui qui essayent de se montrer mieux en participant au combat final. On aurait pu montrer qu'ils étaient prêts à se battre avec lui, et peut-être même appuyer un drame en les faisant se sacrifier, en les faisant se battre jusqu'à la mort, un truc comme ça. Ils auraient pu être encore plus exploités par la suite, selon moi. Et ouais, c'est cette façon complètement abusive et forcée que vous avez eu de les faire tomber aussi bas, c'était ultra irritant. Le reste ça allait, mais ces 2 éléments en particulier très grossiers m'ont pas mal refroidi en voyant cet épisode. Néanmoins, je le préfère à numéro 1, Un sacrifice, l'épisode 4 de la saison 4, qui se centre très majoritairement sur Saint-Germain, et son passage du côté obscur, très mal justifié, très mal foutu, qui représente une fois de plus le pire défaut de cette série, une fois de plus, c'est-à-dire des soucis de développement qui ne sont pas bien faits, qui ne sont pas du tout valables et crédibles. Pour moi, c'était pas crédible une seule seconde, ce qu'on a fait à Saint-Germain, puisque on le met devant un choix, il croit ça dur comme fer, de façon ultra crédule, pour aucune raison, et on le fait même pas essayer autre chose.
Et il est face à cette personne qui lui dit que l'amour qu'il recherche, un amour très classique dans l'absolu, donc je comprends pas pourquoi on a rendu ça mystérieux dans la saison 3, mais bon, l'amour qu'il recherche n'est pas là, ta fiancée est dans un autre château, et pour trouver cet autre château, tu dois faire ce que je te dis, moi. La personne que tu connais pas, qui se pose devant toi, et il dit, ok, je vais faire ça. On ne le voit pas essayer autre chose, on ne le voit pas se démener à faire autre chose que le truc grave qu'on lui dit de faire. Et chaque morceau du passé après coup, c'est juste des flashs rapides, pas justifiés et grossiers de je tombe de plus en plus bas, je suis prêt à aller loin pour faire ce rébis et ressusciter ma femme et tout et tout. Et dans l'idée, ça me rappelle énormément l'épisode qui m'irrite dans Game of Thrones, c'est-à-dire celui où Daenerys pète totalement un plomb pour de bon. Et ça manquait énormément d'étapes. Et c'est exactement la même chose. C'est le truc qui m'irrite dans cet épisode, c'est qu'il y a un manque d'étapes ultra grossier pour que ce soit crédible et que ça passe autour de ce personnage qu'on a pris le temps de connaître dans la saison 3 et que j'aimais beaucoup dans la saison 3 au fur et à mesure que je le découvrais. Mais c'est cette façon de lui cracher dessus, de le faire tomber aussi bas, de façon pas méritée pour moi à plusieurs égards, non, c'était trop. Et j'ai pas aimé cet épisode en particulier à cause de ça. C'est franchement dommage. Parce que c'est pas non plus un mauvais développement à faire, mais il fallait juste beaucoup mieux l'amener que ça. Voilà. Tout simplement. Donc voilà le topo des épisodes que j'aime moins. Ça reste malgré ça une série que j'apprécie beaucoup pour ce qu'elle a osé faire, ne serait-ce que artistiquement en termes d'animation et l'action qui va avec. C'est une fois de plus un des plus grands trips que j'ai jamais connu. Et ça vaut le détour rien que pour ça, même les saisons 3 et 4 qui sont un peu plus faibles, je l'avoue, mais qui ont quand même leur qualité. Je vous remercie de l'avoir suivi, n'hésitez pas à partager en commentaire ce que vous avez préféré ou le moins apprécié dans cette série. Je vous donne rendez-vous d'ici la semaine prochaine, si tout se passe bien, pour la nouvelle série de réac qui sera peut-être un peu particulière, vous verrez. À bientôt, au revoir.